L'Empire State Building, à New York, est l'un des gratte-ciels les plus célèbres au monde. Une figure emblématique de l'architecture américaine. C'est incroyable quand on sait les outils dont il disposait. Beaucoup le considèrent comme une prouesse du savoir-faire américain. Aujourd'hui, des spécialistes enquêtent sur les mystères qui enveloppent encore ce gratte-ciel. Pourquoi son mât n'a-t-il pas rempli sa fonction initiale de point d'amarrage pour des dirigeables? Les turbulences sont extrêmes. Comment a-t-il pu résister à l'impact d'un bombardier? Les forces générées par une telle collision sont énormes. Pour répondre à ces questions, nous allons plonger dans les entrailles de la tour, au-delà de sa façade en pierre et au cœur de son squelette d'acier, pour percer les secrets d'un gratte-ciel révolutionnaire. À New York, au cœur de Manhattan, se dresse un symbole de l'Amérique, l'Empire State Building, une merveille du monde moderne. Lorsqu'il est inauguré en 1931, c'est le plus haut bâtiment du monde, un titre qu'il conservera jusqu'en 1967. Sa silhouette est célèbre dans le monde entier, mais cette superstructure cache de nombreux secrets. Sa façade doit sa couleur blonde aux panneaux de calcaire de l'Indiana qui la recouvrent et compte plus de 6500 fenêtres. À l'intérieur, 60 000 tonnes d'acier, maintenues par 100 000 rivets, assurent l'intégrité structurelle de l'ossature. 73 ascenseurs parcourent au total plus de 11 km sur 373 mètres de hauteur. L'Empire State Building était le premier gratte-ciel à dépasser les 100 étages. Une hauteur record qui dissimule une histoire oubliée. Don Friedman est un ingénieur new-yorkais spécialisé dans la rénovation des bâtiments anciens aux États-Unis. On se trouve à Herald Square, l'un des quartiers les plus fréquentés de la ville. L'Empire State Building est juste là, sur la 5e avenue. Don Friedman a toujours été fasciné par ce bâtiment. Quand j'étais petit et qu'on venait à Manhattan, je levais toujours la tête pour admirer les gratte-ciels. L'Empire State Building était le plus reconnaissable de tous. Sa conception et les technologies employées étaient excellentes. Il était si bien construit qu'il était difficile à surpasser. Pour Don Friedman, c'est notamment la flèche du gratte-ciel qui le distingue dans le ciel de New York. On sait tout de suite que c'est l'Empire State Building. L'histoire de cette flèche a de quoi surprendre. En 1929, lors de sa conception, les architectes voulaient construire une tour très différente des autres. C'est l'un des premiers croquis. On voit bien qu'il manque la flèche. Ce dessin a été réalisé avant qu'elle ne soit ajoutée. Les plans d'origine montrent que la flèche a été ajoutée bien plus tard. Les ingénieurs l'ont intégrée après le début de la construction. Mais pourquoi augmenter la hauteur déjà record de cette tour? En 1930, la flèche en acier et en verre commence à prendre forme. Au 102e étage, une passerelle d'observation offre une vue spectaculaire sur la ville. Au niveau supérieur, à 380 mètres au-dessus de la 5e avenue, une étrange terrasse flirte avec le vide. Pour seule protection, un parapet à hauteur de genoux. Les architectes expliquent qu'il s'agit d'une plateforme destinée à débarquer les passagers des dirigeables directement sur le gratte-ciel.
Dans les années 1920, deux visions de l'avenir s'opposaient. L'une faisait la part belle aux dirigeables et l'autre aux avions. La compétition était très serrée. Traverser l'Atlantique en dirigeable est alors considéré comme le nec plus ultra. Équipé de cabines privées, d'un restaurant et d'un bar, cet aéronef peut transporter confortablement 50 passagers vers des destinations lointaines. Au début des années 30, amarrer un dirigeable à un gratte-ciel est une idée révolutionnaire. Cet engin n'a pas besoin de piste. Il s'attache à des tours ou à des flèches à l'aide de cordes. Les architectes visionnaires font donc ajouter des mâts au sommet de leurs tours, anticipant ainsi l'ère des dirigeables. En 1931, le premier dirigeable s'amarre à l'Empire State Building. La foule se presse au pied du gratte-ciel pour assister au spectacle. L'aéronef reste accroché à la flèche pendant 3 minutes et aucun passager n'en descend. L'exploit ne sera jamais réitéré. L'ingénieur Martin van Reewijk pense avoir une explication. Intrigué par ce mât oublié, il décide de recréer les conditions d'amarrage d'un dirigeable dans ce tunnel à vent situé à l'Imperial College de Londres. Il cherche à savoir si des passagers auraient pu débarquer sur le toit de la plus haute tour du monde. J'ai ici un ballon rempli d'hélium. Il va faire office de dirigeable, très grossièrement. Et je vais amarrer ce ballon au sommet de cette tour. Il commence par actionner le ventilateur du tunnel. Puis, il ajoute de la fumée pour déterminer la direction du vent. On voit le flux d'air tourner autour du ballon. Le vent qui souffle au sommet de la tour est dévié sur les côtés, mais aussi vers le haut. Ce flux d'air très instable a un effet considérable sur le ballon. S'il s'agissait d'un dirigeable, les équipements intérieurs, les bagages et les passagers seraient fortement remués. Le ballon est secoué de façon très violente. À échelle réelle, un dirigeable subirait des creux de 10 ou 20 mètres. Ce serait extrêmement dangereux. Seul un pilote très expérimenté peut amarrer un dirigeable à la flèche d'un gratte-ciel. Atterrir au sol est déjà une manœuvre risquée. Voici l'USS Los Angeles. En 1926, un brusque changement de température au niveau du sol fait basculer le dirigeable à la verticale. Par chance, il n'y a aucun passager à bord. Ce n'est pas une très bonne idée de tenter de poser un dirigeable sur une tour comme l'Empire State Building. Les constructions très hautes, telles que les gratte-ciels, génèrent des courants ascendants violents et des rafales imprévisibles. Pour empêcher l'engin de basculer, il doit également être amarré par la queue. Ce deuxième mât mobile pivote au gré des rafales de vent et stabilise le dirigeable. Malheureusement, l'Empire State Building n'en possède pas. Quand le premier ballon dirigeable approche du gratte-ciel, il a seulement le temps de larguer un paquet de journaux. Il n'est amarré au mât que par le nez et la manœuvre est trop dangereuse. En 1931, l'un des meilleurs commandants de Zeppelin au monde, l'Allemand Hugo Echner, se rend à New York. Il déclare que toute tentative de débarquer des passagers au sommet du gratte-ciel serait catastrophique. Quelques années plus tard, l'explosion du Hindenburg ne fait que confirmer les risques de ce mode de transport aérien.
Le plus gros et le plus luxueux des zeppelins, le Hindenburg, s'est enflammé. Cet accident tragique met un terme à une nouvelle ère des dirigeables. D'après Don Friedman, la véritable raison d'être de la flèche de l'Empire State Building est liée à une compétition qui fait alors rage à New York. Les architectes construisaient des tours de plus en plus hautes. Le Chrysler Building est resté le plus haut gratte-ciel au monde pendant 1 an. Quand sa flèche a été ajoutée, l'Empire State Building a gagné 15 étages d'un coup. Grâce à cette flèche, il domine tous ses concurrents et il va assurer le maintien de son titre pendant de longues années. Toute publicité est bonne à prendre, et construire la plus haute tour au monde est de la publicité gratuite. Malgré l'échec de son port d'amarrage, l'Empire State Building reste un bâtiment révolutionnaire. Aujourd'hui encore, construire une tour de 380 mètres est déjà un exploit. Mais ça l'était encore plus en 1931, en pleine crise économique. Comment les ingénieurs ont-ils réussi cette mission quasi impossible? L'Empire State Building domine les rues de Manhattan depuis près d'un siècle. Ce colosse de verre et d'acier pèse environ 365 000 tonnes. Le seul fait qu'il ne s'enfonce pas dans le sol semble déjà relever du miracle. Le bâtiment est conçu comme une pyramide très étroite, élargie à la base. Cette forme ingénieuse permet de répartir le poids de la structure sur plus de 7000 mètres carrés. Sous la surface, des colonnes en acier reposent sur des fondations en béton. Cette base ne s'enfonce dans le sol que sur 16 mètres. Comment des fondations si légères peuvent-elles soutenir une tour aussi lourde? Andrew Kletch est ingénieur en géotechnique. Il pense que le secret se cacherait sous les rues de New York. Il se rend sur le chantier d'un gratte-ciel en construction à Manhattan. Ils sont en train de creuser pour poser les fondations. Il suffit de descendre à 3 mètres sous terre pour atteindre le substrat rocheux. Ici, on voit la surface de la roche qui se trouve juste sous la 32e rue. L'Empire State Building est extrêmement lourd. Des gratte-ciels similaires à Londres, Tokyo et Chicago possèdent des fondations 2 fois plus importantes. Mais New York repose sur de la roche très dure. Cette roche se trouvait autrefois beaucoup plus en profondeur. Elle s'est formée sous une pression phénoménale. Cette roche grise porte un nom, c'est du schiste. Il réfléchit la lumière. Toutes ces petites paillettes sont en fait des micro-minerais incrustés dans le schiste. La roche de Manhattan s'est formée il y a 450 millions d'années, lorsque la collision de 2 plaques continentales a entraîné le soulèvement de plusieurs chaînes montagneuses. Au fil des années, la roche s'est érodée en surface. Elle a ainsi mis à nu des noyaux de schiste extrêmement durs sur lesquels Manhattan repose aujourd'hui. Pour tester la dureté de la roche, Andrew Kletch analyse un échantillon en laboratoire. Il commence par déterminer la pression que le schiste peut supporter. Beaucoup plus. Sa collègue Lassandra soumet l'échantillon de 5 cm à une pression croissante. C'est la charge qui augmente avec le temps. On est à un peu plus de 18 tonnes. La roche tient bon. 27 tonnes.
C'était bien, c'était explosif. Il a explosé en 1000 morceaux. Le schiste de Manhattan peut supporter une pression exceptionnelle de 5000 kg par centimètre carré. C'est plus de 100 fois la pression exercée par une tour comme l'Empire State Building. C'est bien supérieur à tout ce qu'on voit quand on pose des fondations. Le substrat rocheux peut facilement supporter le poids de l'Empire State Building. Le schiste contient de minuscules particules appelées des cristaux de mica. Les petites paillettes de mica montrent que la roche est dure. Le schiste en est criblé. Et elles s'effritent quand on les touche, tellement elles sont fines. Cet échantillon rocheux contient la quantité idéale de cristaux. S'il y en avait trop, la roche pourrait se fissurer et se fendre sous la pression. Un peu de mica, c'est bien. En trop grande quantité, c'est problématique. La dureté de la roche est un atout pour la construction de l'Empire State Building. Mais elle présente un inconvénient majeur. Il faut des mois pour creuser des fondations, même peu profondes. Les travaux commencent en janvier 1930, peu après le crash boursier d'octobre 1929. L'heure est aux restrictions budgétaires et le temps passé à creuser le substrat rocheux risque de coûter cher. Par chance, les architectes découvrent qu'une partie du travail a déjà été faite. Lors de la démolition de l'hôtel Waldorf Astoria sur le site du futur gratte-ciel, les ouvriers exposent des fondations de 12 mètres. 5 mètres supplémentaires suffisent pour ancrer solidement l'ossature métallique de l'Empire State Building dans le sol. Ces fondations préexistantes permettent de faire des économies substantielles et d'accélérer la cadence. Une fois les fondations achevées, le reste de la tour sera érigé en seulement 7 mois. Un véritable exploit. Si les fondations ont demandé à peine un peu plus de 6 mois de travaux, ce n'est que le début d'un projet titanesque. Don Friedman se rend dans le New Jersey pour examiner un ancien pont en fer. Il pense que ce type de structure aurait influencé les architectes de l'Empire State Building. Ce pont date de 1886. Il permet de comprendre de quoi s'inspiraient à l'époque les architectes de gratte-ciel. Le pont est constitué d'une structure métallique appelée treillis. Dans les années 1880, les ingénieurs du tout premier gratte-ciel se sont inspirés de cet ouvrage pour construire l'ossature de leur tour. L'idée était de reproduire ce treillis, mais à la verticale. Ils savaient comment faire. Les ingénieurs construisaient beaucoup de ponts à l'époque. La construction de cette superstructure métallique était facile et rapide. Si on regarde le pont dans son ensemble, on voit bien qu'il n'est pas d'un seul tenant. C'est un assemblage de plusieurs petites pièces. On a ensuite les tiges verticales, les barres transversales et les piliers au centre. Au début du XXe siècle, la production d'acier avait gagné en efficacité et la qualité du métal s'était améliorée. Quand on examine les pièces du pont, on a l'impression qu'elles ont été modifiées sur place. Chaque pièce était légère et pouvait être préfabriquée. Une fois sur le site, tout allait très vite. Il suffisait d'assembler les pièces et de renforcer les fixations. L'ossature métallique est la grande invention de l'ère des gratte-ciel. Elle permet aux ouvriers de travailler à des hauteurs vertigineuses. Mais la rapidité de la construction est liée à une autre avancée technologique.
Des poutres en acier constituent le squelette de la tour. Elles sont fixées ensemble par des milliers de rivets et créent un gigantesque quadrillage métallique en 3 dimensions. Il ne reste plus qu'à y suspendre la façade en pierre, comme s'il s'agissait d'un rideau. La même technique est ainsi reproduite jusqu'au sommet de la tour. Au rythme de près d'1 étage par jour, ce puzzle géant atteint 380 mètres de hauteur en seulement 7 mois. Dans une aciérie du New Jersey, Don Friedman rencontre un ingénieur spécialisé en métallurgie. Il cherche à comprendre comment cette construction en kit a pu être assemblée si vite. On passe le rivet au four pour qu'il soit extrêmement chaud. Rich Bauer pense que le rivet est le véritable héros de l'Empire State Building. Quand le rivet refroidit, il se contracte. Ça permet d'obtenir un raccord parfait. Il soude les pièces ensemble. C'est pour ça que la fixation est si résistante. Le rivet encore chaud est comme moulé sur son support métallique. Il comble les interstices pour une fixation parfaite. Quand on se sert d'un boulon, on fragilise la structure, car la fixation risque de bouger si la charge est trop lourde. Non pas parce que l'acier va plier, mais parce que le boulon ne sera jamais assez serré. Ça peut être très dangereux. L'ossature d'un gratte-ciel ne doit présenter aucun point faible. Les rivets sont également durables. Ils assurent la solidité des fixations pendant plusieurs centaines d'années. On est en train de rénover des ponts qui ont plus de 125 ans. Et certains rivets sont encore en bon état. C'est le métal autour qui se dégrade, car les revêtements finissent par rouiller. Certains rivets ont l'air d'avoir été posés hier. Mais poser des rivets chauds est une opération délicate. La couleur doit être bien homogène. Le rivet incandescent à sa sortie du four refroidit en quelques secondes. Je n'ai pas pu le poser à temps. On doit le jeter et recommencer avec un autre. Dans un atelier, il faut 3 ouvriers pour poser un seul rivet avant qu'il ne refroidisse. Sur un chantier comme celui de l'Empire State Building, la coordination des équipes doit donc être parfaite. C'est la première fois que Don Friedman assiste à la pose d'un rivet chaud. C'est très impressionnant à voir. Installer des rivets est le fruit d'un travail d'équipe très bien huilé. Tout doit se passer avant que le rivet ne refroidisse. Cela pose un problème majeur aux ouvriers de l'Empire State Building qui doivent poser plus de 100 000 rivets. Pour les chauffer, les ingénieurs installent des fours à chaque étage. Mais les poutres sont parfois espacées de 10 mètres. Alors pour aller vite, les ouvriers se lancent les rivets. Ils devaient lancer les rivets à 3, 5 ou 10 mètres dans les airs quand ils étaient encore brûlants. Lancer les rivets accélère le processus, mais comporte également des risques. C'est déjà très dur de le faire ici. Alors imaginez sur le chantier d'un gratte-ciel. C'est tout simplement incroyable. Aujourd'hui, le rivetage à chaud s'effectue avec des outils pneumatiques. En 1930, les ouvriers se servent de marteaux pour assembler l'ossature de 60 000 tonnes construite sur mesure. Une fois cette étape terminée, les autres équipes peuvent organiser la construction de chaque étage. Une première équipe coule du béton sur les planchers en bois qu'elle renforce avec un grillage métallique. Après avoir posé cette dalle provisoire, des rails sont installés pour transporter les matériaux plus rapidement. D'autres équipes installent des cantines de fortune aux étages supérieurs pour que les ouvriers ne perdent pas de temps à redescendre à l'heure du déjeuner. Enfin, au sommet,
les ouvriers fixent le parement sur l'ossature métallique. Le gratte-ciel s'élève à une vitesse fulgurante. Au total, les travaux durent moins de 14 mois et l'Empire State Building est inauguré en 1931. Le président Hoover actionne l'éclairage de la tour depuis la Maison-Blanche lors d'une cérémonie spectaculaire. Mais les architectes ne sont pas au bout de leur peine, car la hauteur vertigineuse du bâtiment pose un autre problème, sa résistance vis-à-vis des éléments naturels. Depuis sa construction, l'Empire State Building lutte contre une menace invisible. Ses 102 étages de verre, de pierre et d'acier sont exposés à une force destructrice. Les ouragans. Mark Arend surveille la vitesse du vent au-dessus de Manhattan depuis la station météorologique du City College de New York. On est au sommet d'une tour, à environ 8 km de l'Empire State Building, situé dans Midtown. Ses recherches se concentrent sur la formation des vents. L'île de Manhattan domine la côte atlantique, ce qui la rend particulièrement vulnérable aux événements climatiques. Un grand nombre d'ouragans ont déjà frappé Manhattan et provoqué beaucoup de dégâts. Le sommet de l'Empire State Building est soumis à des forces colossales venues de toutes les directions. Pour mieux comprendre la gravité de la menace, Mark Arend analyse des mesures prises sur une période de 10 ans. On regarde les données relevées par des stations météo situées au niveau du sol et en ville. Ici, à Central Park, 143 km/h est la vitesse maximale pour une rafale de 3 secondes. Là, dans Midtown, on a des rafales à 66 km/h. La violence des rafales n'est qu'une partie du problème. Dans le centre de Manhattan, la concentration de gratte-ciel crée d'importantes perturbations. Les avenues agissent comme de grands tunnels où le vent s'engouffre et atteint des vitesses dangereuses. Les tours créent beaucoup de turbulences et la vitesse du vent est très difficile à mesurer. Comment l'Empire State Building peut-il tenir debout dans ces conditions extrêmes? La pression exercée par le vent sur la façade est parfois énorme, mais le parement en pierre tient bon. L'énergie du vent est déviée vers l'ossature métallique interne. Au centre se dresse la colonne vertébrale de la tour, renforcée par des entretoises en acier. Elles sont enchâssées dans un béton non seulement très résistant, mais parfaitement rigide. Ensemble, l'acier et le béton forment un bloc dur comme de la pierre. Mais cette technologie des années 30 suffit-elle à contrer la force des ouragans actuels? L'ingénieur Don Friedman étudie comment les gratte-ciels de New York se comportent dans des conditions extrêmes. Plusieurs tours sont réputées pour être un peu trop flexibles quand le vent souffle. Les conséquences d'un tel problème de conception peuvent être dramatiques. Don Friedman et sa collègue Chikwana ont reproduit sur ordinateur le squelette en acier de l'Empire State Building. Regardons ce modèle. On a comparé les oscillations de deux squelettes. Le premier n'a pas d'entretoise. À mesure que la vitesse du vent augmente, le modèle commence à bouger. Là, sur cet écran, on a le modèle avec entretoise. On voit tout de suite la différence. La tour ne se comporte pas pareil. Les effets du vent sur les deux tours sont très différents. Ces modèles nous montrent qu'ajouter des entretoises permet de réduire l'oscillation latérale, qui est alors 8 fois inférieure. Les occupants de la tour le sentent. Poser des entretoises apporte de la stabilité aux gratte-ciels les plus élevés. Cette technique, simple mais efficace, permet de sauver l'Empire State Building d'une éventuelle catastrophe.
Ces anciens gratte-ciels étaient très bien conçus, même avec des outils très simples. Grâce à la modélisation par ordinateur, les ingénieurs auraient sans doute élaboré une autre solution. Quand le vent souffle au sommet d'une tour, il crée des tourbillons violents qui font tanguer le gratte-ciel. Voilà pourquoi les tours actuelles sont conçues selon un dessin ingénieux qui modifie la direction du vent et stabilise la structure. Certains gratte-ciels, comme celui du 432 Park Avenue à New York, possèdent des ouvertures entre les étages pour laisser passer le vent. D'autres sont dotés d'un gigantesque pendule qui contrebalance l'oscillation et stabilise la structure. Le paysage urbain de Manhattan a beaucoup changé depuis les années 30. Des gratte-ciels plus hauts et plus fins entourent désormais l'Empire State Building et la ville continue de s'élever vers le ciel. Mark Arend étudie comment ces superstructures peuvent générer de nouvelles menaces. L'un de nos axes de recherche est l'évolution de la vitesse du vent. On a construit une forêt de gratte-ciel et d'énormes canyons urbains qui modifient le microclimat de la ville et le cycle des températures au fil de la journée. Mark Arend se sert de plusieurs instruments pour mesurer la vitesse du vent. Certains sont traditionnels, comme cet anémomètre. D'autres utilisent la technologie laser dernier cri. Cet appareil est un lidar. Il mesure la vitesse du vent grâce à des rayons laser, jusqu'à 2 ou 3 km au-dessus de la surface terrestre et sur différentes distances. Ces mesures et ces prévisions sont essentielles pour planifier la construction de nouvelles tours à Manhattan. Les ingénieurs spécialistes en structure doivent concevoir des bâtiments capables de résister aux vents violents qu'on attend ces prochaines années. L'Empire State Building est le parfait exemple d'une conception sans faille. Pourtant, en 1945, ce gratte-ciel va être victime d'une catastrophe que ses concepteurs n'avaient pas imaginée. Le 28 juillet 1945, l'Empire State Building est en effet le site d'un terrible accident. Ce jour-là, un bombardier B-25 avec 3 hommes à son bord effectue un vol de routine après avoir quitté une base militaire dans le Massachusetts. Il survole Manhattan en direction de l'aéroport de Newark, de l'autre côté de la ville. Il ne faisait pas beau, la visibilité était mauvaise, il y avait du brouillard au-dessus de Manhattan. Soudain, c'est le drame. Le bombardier fonce droit sur l'Empire State Building à 320 km/h. Il éventre le 78e étage sur 25 mètres carrés, déclenche plusieurs incendies et rompt des câbles d'ascenseur. Un moteur déchire la tour sur toute sa largeur et perce le mur opposé. L'autre moteur dévale une cage d'ascenseur et va s'écraser au sous-sol, 300 mètres plus bas. Malgré le choc et les dégâts, le gratte-ciel ne s'effondre pas. L'ingénieur Adrian Brugger enquête sur ce mystère. Le bombardier a traversé la façade. L'impact était considérable. C'était comme s'il avait été frappé à coups de massue. Le B-25 Mitchell est une formidable machine de guerre qui peut atteindre les 440 km/h et peser jusqu'à 16 tonnes. Il frappe la façade nord du gratte-ciel. Mais comment celui-ci est-il resté debout malgré la violence de l'impact? Adrian Brugger va tester la résistance des poutres en acier qui constituent le squelette de la tour.
On a ici une poutre, comme celle que l'on trouve à chaque étage de l'Empire State Building pour soutenir la dalle. On va regarder jusqu'à quel point l'acier peut se déformer avant de céder. L'ingénieur soumet la poutre à 3 tonnes de force. On fait pression sur la poutre et, comme vous le voyez, elle plie considérablement. Quelque chose a bougé, je crois. Mais ça va, on peut continuer. À 3,9 tonnes de force, la poutre ne cède toujours pas. C'est vraiment incroyable. La poutre est totalement déformée au milieu. Pourtant, elle supporte encore près de 4 tonnes d'énergie. On ne dirait pas, mais elle remplit encore sa fonction. Cet acier a une ductilité exceptionnelle. La poutre peut se plier en deux avant de céder. Une photographie de la zone d'impact du bombardier témoigne de la résistance exceptionnelle de l'ossature. On voit ici que ces poutres ressemblent beaucoup à celles-ci. Elles sont endommagées, tordues, mais pas cassées. C'est ça l'important. Elles sont restées en place. C'est le secret. Grâce à ces poutres en acier, le gratte-ciel ne s'effondre pas malgré la violence du choc. La plupart des occupants parviennent à s'échapper. D'autres sont évacués par les premiers secouristes. L'accident fait 14 victimes, dont les 3 aviateurs. Parmi les rescapés, une jeune femme doit son salut à la conception même du bâtiment. Betty Lou Oliver est liftière. Elle est soufflée de sa cabine au 79e étage par la violence de l'impact. Les personnes qui l'accompagnent la mettent en sécurité dans une autre cabine. Mais quand les portes se referment, le câble cède. Alors que la cabine prend de la vitesse, les freins cèdent à leur tour. Mais l'air emprisonné et comprimé dans la cage d'ascenseur va ralentir sa chute. Et au niveau du sol, les câbles sectionnés amortissent l'impact. La jeune femme survit miraculeusement à sa chute de 300 mètres. L'Empire State Building survit lui aussi à la collision. Il est cependant menacé par un autre danger lorsque le carburant du bombardier s'enflamme. Ces images inédites montrent l'Empire State Building en train de s'embraser comme une gigantesque torche. Des flammes jaillissent des fenêtres. Le feu et les gratte-ciel ne font pas bon ménage. Pourtant, cette fois encore, la tour résiste. Adrian Brugger se livre à une nouvelle expérience pour tenter d'élucider cet autre mystère. On a ici 2 échantillons parfaitement identiques. On va les bloquer de chaque côté et tirer pour observer la déformation et la résistance de cette barre en acier dans différentes circonstances. Attention, ça coupe. C'est bon. L'ingénieur effectue le premier test sur l'acier à température ambiante. C'est bon. Super. On a un quadrillage sur cette barre qui nous permet de voir la déformation. À gauche, on a la force en tonnes et à droite, le déplacement en centimètres. Pour l'instant, on est à 0. Il augmente la force exercée sur l'acier. Regardez. Presque instantanément, on est monté à 75 tonnes et la barre tient le choc. Si je redescends à 0, la barre va reprendre sa forme, comme du caoutchouc. L'acier est étonnamment élastique et très résistant à température ambiante. Au lieu de céder, il se détend. Il se détend un tout petit peu. C'est ce qu'on appelle la déformation élastique. Mais il résiste à la charge. C'est la réaction qu'on attend de l'acier à température ambiante. Mais que se passe-t-il quand l'acier est soumis à la chaleur, comme lors de l'explosion du bombardier?
On va prendre un échantillon identique et le chauffer. On va simuler ce qui se passerait, par exemple, dans le cas d'un incendie d'hydrocarbures lié à l'explosion d'un avion. L'acier est chauffé pour déterminer son point de rupture. Encore. Voilà, comme ça. Simultanément, la barre est soumise à un étirement progressif. L'acier fond à 1370 degrés. Inutile pourtant d'atteindre une telle température pour fragiliser le métal. Ça y est. On est à 420 degrés environ. Dans l'Empire State Building, le feu s'étend rapidement et il fait 2 fois plus chaud au cœur du brasier. L'ossature en acier risque de céder sous l'effet de la chaleur. L'incendie doit être maîtrisé de toute urgence ou la tour pourrait s'effondrer. Le feu fragilise l'acier. C'est son talon d'Achille. Les architectes de l'Empire State Building le savaient. Voilà pourquoi ils ont fait ajouter un dispositif anti-incendie, des colonnes sèches. Ces canalisations verticales permettent d'acheminer de l'eau dans les étages à très grande vitesse. Les colonnes sèches permettent aux pompiers de raccorder leurs tuyaux dans la cage d'escalier et d'éteindre l'incendie dans les étages. Matt Purnall contrôle la conformité des colonnes sèches dans les plus hautes tours de New York. Dans l'Empire State Building, le dispositif est constitué de 2237 mètres de canalisation et de 9 km de tuyaux. José, tout est prêt en bas. Je vais lancer le test. On a réussi à atteindre presque 2000 litres par minute. La pression dans la pompe est suffisante pour que l'eau monte jusqu'au toit. Ça aidera les pompiers à éteindre un incendie. En 1945, les pompiers viennent rapidement à bout des flammes grâce à ce dispositif ingénieux. Le brasier est maîtrisé en 40 minutes. L'ossature en acier est indemne et le gratte-ciel rouvre ses portes à des dizaines de milliers d'employés 2 jours seulement après l'accident. L'Empire State Building semble d'une résistance à toute épreuve, aussi bien aux incendies qu'aux ouragans. Mais sa façade peut-elle résister à l'épreuve du temps ? La façade éclatante de l'Empire State Building se voit de loin dans les rues de New York. Elle est composée d'un matériau hors du commun. À l'époque de sa construction, de nombreux gratte-ciels sont parés d'une couche de briques ou de tuiles en terre cuite. L'Empire State Building, lui, est recouvert de calcaire, la même roche que 2 des 7 merveilles de l'Antiquité, la pyramide de Khéops en Égypte et le Colisée de Rome en Italie. Polly Sturgeon est géologue. Elle remonte jusqu'à la source de la roche pour comprendre ce qui a motivé le choix des architectes. Elle se rend dans une carrière de l'Indiana. On extrayait plusieurs centaines de millions de tonnes de calcaire de cette petite carrière. La pierre de l'Empire State Building ne se trouve que dans cette région des États-Unis. Elle est sur ce qu'on appelle la ceinture de calcaire de l'Indiana, une zone de 45 km de long dont provient la roche de 75% de nos bâtiments en calcaire. Pour construire l'Empire State Building, les mineurs ont extrait 5500 mètres cubes de calcaire de cette carrière. Des machines fonctionnant à l'électricité taillaient puis découpaient ces énormes blocs.
Aujourd'hui, des camions transportent les blocs jusqu'au chantier. Mais dans les années 30, les ingénieurs ont dû trouver un moyen de transport efficace pour acheminer la pierre de l'Indiana jusqu'à Manhattan. Une fois le calcaire extrait du sol, les mineurs le chargeaient sur des wagons qui le transportaient jusqu'à l'usine la plus proche. Comme les usines étaient tout près des voies ferrées, c'était le moyen de transport le plus rapide et le plus facile. Le calcaire de l'Indiana recouvre certains des plus célèbres monuments américains, comme le Pentagone ou le mémorial de Lincoln. Mais pourquoi est-il si recherché? Polly Sturgeon compare plusieurs échantillons de calcaire prélevés dans l'Indiana. Voilà le calcaire de l'Indiana. Il a une belle couleur et une texture homogène. En examinant les différentes couches rocheuses, la géologue constate que les strates supérieures sont les plus fragiles. Plus on remonte, et plus on voit que ces couches se brisent en morceaux plus fins. C'est un calcaire moins épais, donc moins durable, ce qui n'en fait pas un matériau de construction adéquat. Le calcaire de l'Empire State Building doit venir d'une source plus profonde. Je distingue beaucoup d'organismes différents. Des gastéropodes ou escargots, des bryozoaires, des animaux coloniaux et des crinoïdes. Si on regarde de près, à la loupe ou au microscope, on voit bien les fragments de ces organismes. Des couches d'animaux marins préhistoriques finement broyées composent la roche et lui confèrent sa structure granuleuse. Il n'y a ni gros fragments de coquillages, ni trous, en raison de l'océan qui recouvrait l'Indiana il y a 340 millions d'années. Les vagues ont broyé toutes les carcasses en particules de taille égale. C'est une roche très facile à tailler et idéale à utiliser en construction. La géologue examine sur ordinateur des échantillons de calcaire découpés en strates très fines. Les grains sont beaucoup plus visibles qu'à la loupe. Sur cet écran, on a deux coupes différentes d'un échantillon de calcaire de l'Indiana. On voit très bien la texture homogène et le grain très fin au niveau microscopique. On voit aussi des grains plus gros, comme ce petit escargot, sans doute une coquille plus grosse. Ces échantillons ne sont pas uniquement constitués de fossiles. La plupart de ces petits points sont des grains recouverts de calcite. La calcite recouvre tous ces organismes. C'est presque de la calcite pure. L'eau dans laquelle vivaient ces micro-organismes avant d'être fossilisés était très riche en calcite. Ce minéral biochimique a l'effet d'un liant qui unifie les fragments de fossiles et donne à la roche sa texture. Le calcaire de cette carrière peut être ainsi extrait sous forme de blocs de 3 tonnes qui ne présentent aucun défaut. Des scies découpent ensuite la roche en blocs plus petits. Avec d'autres pierres de parement, comme le granit ou le marbre, les zones d'irrégularité et les veines empêchent de tailler des blocs de grande taille. Ce calcaire peut être découpé et taillé dans n'importe quel sens, sans jamais se fissurer. Cela en fait la roche idéale pour sculpter les détails ornementaux symétriques de la façade de l'Empire State Building. À première vue, ce matériau est parfait. Mais le calcaire présente un inconvénient majeur. Il se dissout au contact de l'eau. Le calcaire peut s'éroder et se dissoudre. Notre eau de pluie est légèrement acide, donc elle dissout la roche. De l'acide chlorhydrique dilué permet de montrer l'effet de la pluie sur le calcaire. Si j'en verse un peu, la réaction chimique est presque immédiate. Le calcaire de l'Indiana est tellement riche en calcite qu'il réagit toujours très vite. L'eau de pluie acide de New York détruit lentement la façade de l'Empire State Building. Mais le calcaire de l'Indiana est si résistant que les premières rénovations de la façade ne seront nécessaires que dans une 60aine d'années. Un nettoyage méticuleux et régulier empêche la roche de se dissoudre ou de s'effriter.
cette merveille du monde moderne devrait perdurer aussi longtemps que celle du monde antique. L'Empire State Building est un monument hors du commun. Le premier gratte-ciel de l'histoire a dépassé les 100 étages. Symbole d'une architecture visionnaire, il a ouvert la voie à des tours plus hautes encore. D'une résistance à toute épreuve, c'est un concentré d'innovation où les matériaux sont exploités comme jamais auparavant. Ce gratte-ciel de légende devrait se dresser au-dessus de Manhattan pendant encore des siècles et des siècles.